Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Axel Moinet et je suis en dernière année de thèse à l'Université de Bourgogne à Dijon. Et mes travaux se focalisent sur l'organisation des réseaux et la sécurité des réseaux pour l'Internet des objets. Donc en fait, moi ce que je me suis posé comme question, surtout ce que j'ai regardé, c'est que l'année dernière, pour prendre le cas le plus récent, on avait 6,4 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc cette année, on va dépasser le nombre d'objets connectés va être plus grand que le nombre d'êtres humains sur la planète. Et 52% de ces objets connectés ne disposent d'aucune mesure de sécurité. Et donc ça, c'est le constat d'un état critique pour ce domaine-là. Parce que la question qu'on peut légitimement se poser, c'est qui va accepter d'acheter un objet connecté si ça peut mettre en danger ses données personnelles. Par exemple, donc là, on a beaucoup d'exemples sur ce petit cartoon, mais imaginez un détecteur de fumée qui refuse de fonctionner tant que vous n'aurez pas payé un hacker pour qu'il le remette en route, et que donc vous n'êtes plus protégé en cas d'incendie. Ou que votre frigo refuse de s'ouvrir, parce qu'il vous dit, bah non, j'ai été piraté, il faut que tu verses tant d'argent à un hacker pour que je m'ouvre et que tu puisses manger. Donc là, on a une problématique très importante qui touche au quotidien des gens. Mais on a aussi le cas pour tout un aspect industriel. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir le cas, par exemple, dans une usine, une presse qui refuse de démarrer tant qu'on n'a pas payé le hacker qui a pris le contrôle. Et donc là, on a une très grosse demande en sécurité pour tous ces aspects-là. Alors, il faut remettre un peu à plat les choses. Moi, je me base dans le contexte où on a des réseaux de capteurs pour l'Internet des objets qui sont totalement décentralisés. Donc on n'a aucun serveur. On n'a absolument rien qui nous permet de dire, on n'a aucun nœud en fait connecté qui va pouvoir nous dire, lui il est de confiance, lui je le connais, lui c'est bon, tu peux lui dire qu'il a le droit de faire ça. Et donc on est obligé de repartir de la base et de se poser les questions de base de la sécurité. Donc comment identifier le device, comment savoir qui est qui, comment savoir si on peut lui faire confiance, puisqu'une fois qu'on sait qui est qui, ça ne nous dit pas est-ce qu'on peut se croire. Et où stocker l'information? Vu qu'on n'a pas de serveur, que les nœuds peuvent arriver, ils peuvent se déconnecter, on peut changer d'équipement, on peut en racheter, etc. Comment on va faire pour que l'information soit toujours disponible? Alors moi, je reprends des bases qui existent déjà, donc une infrastructure à clé publique. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, on prend des clés de chiffrement qui vont par paire. Et en gros, c'est comme si vous aviez un stylo, et quand vous le donnez à quelqu'un, ce qu'il écrit, il n'y a que vous qui pouvez le lire. Donc, dans ce cas-là, on est dans une situation où vous pouvez sans difficulté envoyer un message à quelqu'un et être sûr qu'il n'y a que lui qui va le lire, puisque c'est avec son stylo que vous avez écrit, en gros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà définir quels sont les paramètres de l'identité. Donc, si on fait le parallèle, par exemple, avec nous dans la société, on a un nom, un prénom et on a un numéro de sécu qui nous permet de nous définir assez précisément. Donc, ici, on va prendre un identifiant unique qu'on va associer au device et sa clé publique de cryptographie. Donc avec ces deux éléments-là, on va être capable de dire très précisément qui est qui. Et ces informations-là, on va les mettre dans la blockchain. De telle manière qu'à chaque fois qu'un nœud voudra se connecter, il demandera à tous les autres nœuds de récupérer la blockchain et ils auront les informations sur l'identité de tous les nœuds du réseau. Bon, une fois qu'on a cette information-là, on peut se dire c'est très bien, on est capable d'identifier les gens, mais on n'est toujours pas capable de savoir si on va leur faire confiance. En gros, la problématique, la question que je me suis posée et comment j'ai modélisé le problème, je me suis reporté à ce qui se fait en sciences sociales sur la définition de la confiance entre les êtres humains. Donc là, c'est très simple. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous n'avez aucune idée si vous pouvez lui faire confiance. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui risque de vous trahir ou d'avoir des actions mauvaises envers vous, ou si c'est quelqu'un qui, au contraire, va vous rendre service et que vous allez louer pour ça. Donc vous avez un niveau de confiance moyen. Et en fait, c'est ce que moi j'ai défini, c'est-à-dire que quand les nœuds vont se connecter au réseau, on va leur donner un niveau de confiance moyen, de telle sorte qu'on ne sait pas s'ils sont bons et on ne sait pas s'ils sont mauvais. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'au fur et à mesure de la vie du réseau, on va avoir des événements qui vont arriver. Donc typiquement, on a ici deux identités qui sont identifiées. Donc on a une caméra et un disque dur de stockage. On sait que c'est eux, il n'y a aucun souci. Et à un moment donné, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la caméra renvoie des informations invalides. Donc typiquement, soit un pirate est en train de modifier la vidéo, soit tout simplement la caméra a un problème, elle est défectueuse et elle ne renvoie plus la bonne information.
Donc on va être capable de détecter cette information. Alors moi, je ne m'occupe pas réellement de la détection, je m'occupe surtout de savoir comment on va la transmettre aux autres participants. Mais on va être capable de récupérer cette information, de la mettre dans la blockchain, et à partir de ce moment-là, tous les nœuds du réseau vont être capables de savoir que ce device-là a un problème et qu'il ne faut pas s'y fier. A l'inverse, si un nœud a un comportement qui est bénéfique pour le réseau, ce qu'on va être capable de dire, c'est lui, il rend service, donc on va être capable d'augmenter le niveau de confiance qu'on lui donne. Donc ici, on a par exemple l'exemple avec la caméra que je vous disais, et on a une cause de pourquoi est-ce qu'on a donné un blâme, ici par exemple, donc là c'est pour une mauvaise information, mais ça pourrait être pour d'autres raisons. En fait, tout est envisageable. Et donc, par ces biais-là, on répond à nos 3 questions. Donc, comment identifier le device? Donc, avec un identifiant unique et la clé publique qui est associée, qui va être capable de nous garantir qu'on parle qu'à une personne et qu'on sait qu'on lui parle à lui et pas à quelqu'un d'autre. Et comment lui faire confiance? Et bien là, on va retrouver toutes les actions passées de tous les nœuds à travers la blockchain et on va être capable de dire ils se sont bien comportés, ils se sont mal comportés ou ils se sont plus ou moins bien comportés. Là-dessus, il y a un petit détail que j'ai oublié, enfin un petit détail qui a son importance quand même, c'est qu'on a ce qu'on appelle, pour faire la relation avec les relations sociales, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'un nœud, typiquement, qui s'est mal comporté ou qui a eu une mesure fausse à un moment donné, c'est pas pour autant qu'il est forcément défectueux. Et peut-être qu'il a eu que quelques mesures défectueuses. Donc dans ce cas-là, en fait, on adapte le modèle, c'est-à-dire que l'information qui est là, elle est datée, et on va être capable, après coup, de dire, comme cette information elle est arrivée il y a longtemps, comme c'est un événement qui est arrivé il y a longtemps, on va moins en tenir compte. En gros, on passe l'éponge. On dit, bon, tu as fait une erreur il y a un moment, c'est pas grave, depuis tu t'es bien comporté, donc on va passer l'éponge et on va te redonner ton niveau de confiance. Donc comment faire confiance? En analysant toutes les actions qui ont été passées et qui ont été faites dans la blockchain, qui sont inscrites dans la blockchain, et où stocker l'information, donc ça vous l'aurez deviné, je pense, dans la blockchain. Ici, l'idée, c'est de dire que la blockchain va nous permettre d'être une base de données distribuée qui va permettre de stocker l'information de manière sûre et inaltérable, puisque comme les autres conférenciers l'ont expliqué, personne ne peut modifier un bloc. Une fois qu'il a été inséré dans la chaîne, si quelqu'un essaie de le modifier, de toute façon, la chaîne ne sera cassée et ne sera plus valide. Ce qui veut dire que même si on n'a absolument aucune idée de qui sont tous les autres participants du réseau, on va savoir si on reçoit la blockchain et que toute la chaîne est cohérente, que les informations qui sont dedans, on peut s'y fier. Et donc par ce biais-là, on enlève tout le côté centralisé, on n'a plus besoin de serveur. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va être capable de dire un nœud qui va apparaître un moment dans le réseau parce que vous avez acheté un nouvel équipement, il va se connecter, il va récupérer la blockchain, il va récupérer tous les identifiants de tous les nœuds qui font partie de votre réseau, il va récupérer avec toutes les informations sur leur comportement et il va être capable de lui-même de vérifier toutes les informations, de vérifier les différents niveaux de confiance et de savoir en fait comment se comporter vis-à-vis de tel autre nœud. Donc par exemple, une caméra qui renvoie des informations critiques parce qu'elle filme une zone confidentielle, elle va pouvoir dire « moi je les envoie à une unité de stockage, mais il faut qu'elle ait tel niveau de confiance minimum. Parce que sinon, moi, je ne l'envoie pas, c'est trop risqué. » On n'a pas la confiance qui est garantie pour dire ok, tu peux stocker la vidéo, on te fait confiance, tu ne vas pas la redonner à quelqu'un d'autre, etc. Et donc par rapport à tout ça, il reste encore quand même quelques questions à résoudre, donc même beaucoup de questions à résoudre. Déjà, quel consensus? Puisqu'on a des problématiques de temps, en fait, de convergence du consensus pour dire que mettre un bloc dans la blockchain ne va pas mettre trop de temps, pour pas que typiquement l'authentification d'un nouveau device prenne 20 minutes ou une demi-heure, parce que quand vous achetez un nouveau device, que vous le mettez chez vous ou même dans une entreprise qu'on met en route un nouveau système, on n'a pas envie que ça mette une demi-heure à se mettre en route. Quel va être le coût de la sécurité? C'est-à-dire que toute cette surcouche-là, combien elle coûte en termes d'énergie, en termes de temps de calcul? Parce que surtout sur des devices comme pour l'IoT, c'est des devices qui sont très contraints en termes de temps de calcul et d'énergie, puisqu'on a souvent des devices qui sont sur batterie, c'est même la majorité des cas. Et quelle technologie on va utiliser? Donc est-ce qu'on va utiliser du Hyperledger, du Bitcoin ou du Ethereum? Alors pour le moment, moi je suis plus parti sur l'Ethereum, mais on peut avoir d'autres possibilités. Et quelles attaques peuvent être possibles? Est-ce qu'il est possible avec ce système qu'on arrive à des usurpations d'identité ou à de l'usurpation de niveau de confiance? C'est-à-dire à diminuer volontairement le niveau de confiance d'un nœud pour l'éjecter en gros de ce qui se passe dans le réseau.
pour tout ça, donc ça fait quand même beaucoup de questions à résoudre. Actuellement, avec mon directeur de thèse et mon co-encadrant de thèse, et aussi d'autres personnes qui gravitent un peu autour de cette problématique, on est en train de chercher des nouveaux partenaires pour éventuellement une thèse dédiée sur ces problématiques, puisque moi, ce n'est pas mon cœur de sujet de recherche à la base, et éventuellement de poser un projet ANR, de participer, de collaborer sur une première mise en application. Éventuellement, moi j'ai aussi le projet peut-être par la suite de développer une start-up sur cette problématique-là de la sécurité dans l'Internet des objets. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, je suis disponible pour vous répondre, ou si vous avez des suggestions, des propositions ou n'importe quoi d'autre, je suis disponible pour vous répondre à la fin dans le networking pour le cocktail. Merci de votre attention.